Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning CAC 40. Nous sommes le vendredi 7 août 2015, le premier vendredi du mois. Et donc, comme chaque premier vendredi du mois, les chiffres officiels du marché du travail aux États-Unis, le fameux rapport NFP, les chiffres du département du travail qu'observe au plus près, bien sûr, la Réserve fédérale des États-Unis pour déterminer l'avenir de sa politique monétaire. Alors ça, ce sont des choses que vous connaissez, je pense, à bien prendre en main si vous suivez régulièrement nos émissions. Moi, ce matin, je ne vais pas me contenter de vous rappeler ce qu'est le rapport NFP, je vais surtout vous donner des chiffres, des anticipations et comment le marché pourrait réagir en fonction des données qui seront publiées. Alors, ces données, elles sont complexes. Les créations d'emplois, le taux de chômage, le taux de participation, l'évolution des salaires, et puis dans les créations d'emplois, la répartition sectorielle de ces créations d'emplois. Bref, un rapport à décortiquer pour envisager l'impact sur le dollar américain. Alors, on va faire un bilan de la semaine dans un premier temps, dans le Good Morning CAC 40. Un bilan de la semaine, belle semaine haussière sur les marchés actions, 7 semaines consécutives de hausse. On est maintenant positionné sous des résistances. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Je vous laisse en prendre connaissance. 7 séances consécutives de hausse sur le CAC 40, le DAX, et puis on atteint donc des résistances. Alors vous avez sous les yeux les bougies journalières. Tout a commencé le 28 juillet, la semaine dernière, lorsque le CAC, le Eurostoxx 50 et le DAX ont rebondi sur des proportions de marché, des ratios de retracement de la vague de hausse particulièrement forte entre le 8 juillet et le 20 juillet, et puis ils ont enchaîné les séances de hausse pour revenir chercher des résistances, donc un schéma classique, technique, hyper, je dirais, limpide, et puis donc voilà, on atteint des résistances, le marché temporise logiquement à la faveur d'ailleurs de structures en chandelier japonais journalières, en étoile du soir, en étoile filante, qui invite donc le démarrage de cette phase de conso. Alors, première chose à vous montrer, le marché attend aujourd'hui le rapport NFP aux États-Unis. Je me dirige sur le calendrier économique et comment le marché va se positionner par rapport à ces chiffres. Alors la seule chose qui est à notre disposition ce matin, c'est le consensus des économistes par rapport donc à ce rapport sur le marché du travail aux États-Unis. Le consensus Bloomberg, l'estimation haute, l'estimation basse, la moyenne, la médiane. Le taux de chômage est attendu stable. Alors que faut-il savoir? Deux choses, mais je vous rappellerai ça plus en détail dans l'émission spéciale NFP tout à l'heure à 14h15. Première chose, le concours. Il est là, il est sous vos yeux. Vous pouvez gagner une journée d'immersion chez FXCM et 30 minutes au téléphone avec l'un des analystes pour un point de marché personnalisé. Le concours NFP, je vous en donne le lien et voilà. Donc, si ça vous intéresse de participer pour la partie communautaire, vous êtes déjà une quarantaine à avoir donné un vote. Avec globalement une dispersion autour de la moyenne. Donc deux choses. Tout d'abord le taux de chômage, 5,3% de la population active. Ça c'est le taux de chômage à la fin du mois de juin. Et d'après le consensus du marché qui est établi dans cette colonne, cela devrait être à nouveau le cas fin juillet. Alors pourquoi un taux de chômage stable? Eh bien, soit parce que les créations d'emplois correspondent à l'évolution de la population active. Cette évolution de la population active, eh bien, elle sera aussi bien sûr due au taux d'activité. Alors parfois, il y a beaucoup de création d'emplois, mais un taux de chômage stable, voire en augmentation, parce que le taux d'activité augmente sensiblement. Le taux d'activité, c'est ce que représente la population active sur la population totale. Sachez par exemple que quelqu'un qui cesse de chercher du travail pendant un certain temps, n'est plus compté dans la population active. Il sort de toutes les statistiques. Alors forcément, dire que le taux de chômage est à 5,3, en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas comptabilisées, parce qu'ils ont cessé de chercher un travail. Et parfois, elles peuvent revenir, ces personnes, si elles jugent que les conditions économiques s'améliorent. C'est donc globalement positif de voir le taux d'activité augmenter. Le taux d'activité sera aussi donc un chiffre à suivre sur le calendrier économique qui s'appelle le taux de participation au marché du travail. Bon, c'est la traduction qu'on vous en propose, mais globalement elle est claire. Le marché envisage 62,6%, c'était le dernier taux d'activité connu. Non, réellement, il y a deux choses qui comptent. Le taux de chômage et les créations d'emplois. La prévision de marché s'établit à 225 000. Autant vous dire que voilà, une lecture autour des 225 000 voies supérieures, ce serait donc une expansion significative du marché du travail aux États-Unis, ce qui devrait soutenir le dollar US.
avec toujours des spéculations de voir un Fed rate hike, premier relèvement des taux aux États-Unis, lors de la réunion du 17 septembre prochain. Alors moi je reviendrai tout à l'heure dans le Wall Street Insider sur le rapport NFP et sur les projections de la Fed, mais en tout cas c'est ce chiffre-là qu'il faut retenir, 225 000 créations d'emplois, ce qui montre la capacité de l'économie US à envoyer. Donc le CAC, belle semaine, 7 séances consécutives de hausse, on temporise sous résistance. Ce que vous devez savoir, c'est que concrètement, les bénéfices des entreprises européennes augmentent au second trimestre de 14% en rythme annuel. C'est énorme, c'est pas vu depuis l'année 2009. Et c'est donc ce qui soutient globalement l'avancée donc de ces marchés actions au sein de la zone euro. On a le même type de belle semaine sur le DAX avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances consécutives de hausse. Et donc une phase de temporisation logique qui désormais démarre ici à l'aide des bougies journalières, donc celles qui vous sont actuellement représentées sous les yeux. Ce qui va réellement aujourd'hui compter, c'est ça. C'est ce chart qu'il faut avoir sous les yeux, celui de l'US dollar index selon FXM, avec une position d'attente qui ne date pas d'hier, puisque le marché du dollar US est globalement dans un range depuis le 20 juillet. Et depuis le 20 juillet, il a oscillé de part et d'autre, du support et de la résistance, en fonction des chiffres US. Alors cette semaine, moi je retiens notamment la séance, alors ça c'était le 31 juillet, c'était la semaine dernière. Cette semaine, moi je retiens les séances du 4 et du 5 août, avec des mèches basses ici intéressantes, avec notamment donc l'indice ISM Composite, c'était mercredi au mois de juillet aux États-Unis au plus haut depuis 10 ans. Mais ce qui n'a pas permis au dollar US de sortir du range. Il a simplement rejoint la partie haute. Et autant vous dire qu'il va rester au niveau où il est actuellement en attendant 14h30. Donc à nouveau, 225 000 expansions sur le marché du travail US. Si cela se confirme, cela pourrait soutenir le dollar US, ou en tout cas renforcer la spéculation de voir la Fed agir le 17 septembre prochain. Et pourtant, lorsqu'on fait un bilan des votes au sein du comité de politique monétaire de la Fed, des votes qui ont été enregistrés le 29 juillet dernier, il y avait une unanimité en faveur de maintenir la politique de taux zéro. Alors pour que des dissensions s'installent dans ce comité de politique monétaire, il faut forcément que des chiffres viennent bouleverser la donne. Cette semaine, c'était simplement l'ISM Composite, et ce n'est pas non plus un indicateur d'activité réelle, ça reste un sondage. C'est pour cette raison que le dollar US, même s'il a progressé tout au long de la semaine, et puis si on fait le bilan de la semaine, l'euro-dollar a perdu 300 pips, et bien pour autant, il n'y a pas de signaux majeurs qui ont été donnés en tendance. Pourquoi ? Parce que les marchés ont besoin de se positionner en se basant sur des statistiques basées sur l'économie réelle. Je ne dis pas que les indices de l'ISM ne sont pas basés sur l'économie réelle, mais ce sont des indicateurs avancés qui sont avant tout des agents économiques, donc qui eux sont réels pour le coup. Alors voilà, donc beaucoup de prudence par rapport à cet élément. Je pense que les cambistes ont en tête les nouvelles projections d'inflation de la Banque d'Angleterre. Globalement, elles valent pour le monde entier, avec une Banque d'Angleterre qui réenvisage des pressions baissières fortes sur le prix de l'énergie. Alors forcément, l'énergie ne rentre pas dans l'inflation sous-jacente, mais malheureusement, elle rentre dans les taux d'inflation globaux. Et forcément, eh bien, cela agit sur le rythme temporel, on va dire, de la normalisation monétaire attendue maintenant depuis plusieurs mois aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui est une réalité du point de vue des programmes de quantitative easing, puisque celui de la Fed a disparu, mais qui n'est pas encore une réalité du point de vue des taux d'intérêt pratiqués par ces banques centrales. Donc, un chiffre à retenir, c'est la moyenne Bloomberg, 225 000 créations d'emplois. Si le chiffre est décevant, si le chiffre est nettement en retrait de cette moyenne, le dollar US restera dans son range. Ce qui fait qu'on peut parfaitement envisager qu'il revienne dans la partie basse, soit pas loin de 50 points en dessous du niveau actuel des cours. Au contraire, je dirais qu'un chiffre supérieur ou égal à 225 000 eh bien, permettrait de voir le dollar US sortir par le haut et à ce moment-là de rejoindre, on va dire à horizon 2 semaines, ces sommets annuels qui s'établissent ici à 12 141 points.
Voilà donc moi ce que je pouvais vous dire en utilisant ces graphiques en données journalières. C'est vendredi, c'est la fin de semaine, le dollar US qui a oscillé dans son range, les marchés actions européens qui ont connu donc une belle semaine haussière et qui donc entament une phase de prise de bénéfices ce vendredi. Après je les compte sur le DAX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances consécutives de hausse. Le marché donc entame un retracement. Que dire maintenant sur les graphiques journaliers des paires majeures et des matières premières principales? Je vais simplement revenir moi sur le graphique en données journalières du taux euro-dollar, mais je ne vais pas aussi oublier le câble. Alors tout d'abord le taux euro-dollar. Alors le taux euro-dollar il est sous vos yeux. Que dire de la semaine? Bon, bah, la semaine elle est baissière. La semaine elle a commencé là. Elle a commencé à 1,1112. Le marché est tombé à 1,0850. Donc une semaine qui a vu globalement le taux euro-dollar se replier, mais comme l'US dollar index le montre, pas pour autant sortir d'un range. On a une compression sur le taux euro-dollar, compression qui se fait d'ailleurs de plus en plus étroite, que je délimiterai cette fois-ci par 1,0820 et 1,1050. Un marché d'orange entre 1,0820 $ et 1,1050. De manière générale, lorsque vous regardez ce graphique en données journalières depuis le mois d'avril dernier, l'euro-dollar est dans un range parfait. La différence est que l'oblique ici chartiste appuie sur les cours et donc cela réduit l'amplitude balayée par les cours et donc la taille du range. Alors est-ce que le marché peut en sortir aujourd'hui? Bien, tout dépendra bien sûr des statistiques américaines. Le câble. Alors le câble c'est important. Vous avez sous les yeux le graphique du GBP USD. L'équilibre des forces entre les deux devises fortes, ça vous l'avez compris je pense maintenant. Un taux GBP USD qui se reprend dans un canal à faible pente depuis le 6 mai dernier, donc qui progresse depuis mais de manière très progressive et qui ne progresse plus d'ailleurs depuis le milieu du mois de juillet avec un GBP USD qui évolue entre 1,5460 et 1,57, donc aussi un range de 250 pips, ce qui a renvoyé le taux GBP USD de la partie haute vers la partie basse. Ce sont hier les nouvelles projections d'inflation de la Banque d'Angleterre, avec notamment cet accent sur le prix de l'énergie. Bon, c'est ce que vous pouvez constater vous directement en étudiant le prix du pétrole, qui tend vers ses plus bas annuels. Donc un range sur l'US dollar index, un range sur le GBP USD, des ranges sur l'euro dollar. Bon, qu'est-ce qui finalement déploie une tendance ferme? Alors pour cela, il faut se tourner vers les devises de matières premières ou les devises de financement, les vraies devises de financement. Laissez-moi vous parler de l'USD Yen. Alors on n'en a pas parlé ou peu parlé parce que finalement ça devient très commun. La Banque centrale du Japon a pris une décision de politique monétaire. Enfin non, je me suis mal exprimé. La Banque centrale du Japon a pris une non-décision de politique monétaire la nuit dernière. Elle a maintenu le rythme de ses achats d'actifs, réenvisagé à l'avenir pouvoir baisser ses taux, bon, etc. etc. Quelle est la dynamique du taux USD Yen? Écoutez, c'est pas compliqué. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle du CAC et du DAX depuis le 9 juillet dernier. Le marché avait enchaîné plusieurs séances consécutives de hausse, puis a retracé en revenant sur 123. La semaine de l'USD Yen, qui est ici représentée par les bougies journalières, ressemble pour beaucoup à la semaine du CAC et à la semaine du DAX. Ce sont des belles semaines haussières, avec un marché qui en fin de semaine marque le pas, parce que soit des résistances techniques sont présentes, visibles sur le CAC et le DAX, et puis sur le taux USD Yen, c'est une situation technique qui est un peu différente dans le sens où le 5 août, grâce à l'ISM Composite, une résistance a été franchie. La position d'attente sur le taux USD Yen, elle n'est pas non plus due à la Banque centrale du Japon, puisqu'elle n'a rien annoncé de particulier. Elle est due à une position d'attente vis-à-vis du rapport NFP. Et cette position d'attente, elle est renforcée par le fait que l'enquête ADP a déçu le marché. Moi, ce qui me surprend, malgré tout, c'est que l'enquête ADP qui a déçu n'a pas entraîné un réajustement du consensus sur le NFP. Il est stable depuis le milieu de la semaine à 225 000 créations d'emplois. Autant vous dire qu'une vraie déception sur ce chiffre rendrait complètement caduques les anticipations d'un Fed rate hike le 17 septembre prochain. Le taux USD Yen, en données journalières, c'est probablement le seul marché qui cette semaine a donné un signal en tendance, et c'était mercredi 5 août dernier.
Bon, le taux USD4, j'en parlerai cet après-midi parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du marché du travail aux États-Unis, mais comme chaque premier vendredi du mois, on prendra aussi connaissance des chiffres du marché du travail au Canada. Donc on parlera bien sûr du taux USD4. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici le calendrier économique d'EliFX. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 août. Et il ne faut pas donc oublier le rapport NFP. Alors façon de parler, on ne parle pas de non-farm payrolls au Canada. Mais malgré tout, on attend la publication d'un taux de chômage et on attend les créations d'emplois, l'évolution du taux d'activité, ce qu'on appelle le taux de participation, bref, tout un tas de chiffres qui permettront d'avoir un rapport précis sur l'évolution du marché du travail au Canada. Et là où c'est très important, c'est que le marché du travail canadien est très influencé par la part de la population active qui travaille dans le secteur de l'énergie, notamment dans le secteur pétrolier. Et on sait que les grandes compagnies pétrolières ont récemment réduit leur masse salariale, forcément, pour faire face à la baisse de leurs revenus. Ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le marché du travail au Canada. Donc ça, ce sera à suivre. Le taux USD-CAD aujourd'hui, c'est probablement la paire de devises la plus importante, puisque c'est celle qui, de manière simultanée, 14h30 heure de Paris, verra la publication du rapport sur le marché du travail aux États-Unis et du rapport sur le marché du travail au Canada. Que dire sur le taux USD-CAD, si ce n'est que les bougies journalières vous montrent que c'est une phase haussière qui est généralement bien construite. Alors, un mouvement bien construit, c'est quoi? C'est lorsqu'on a une impulsion, puis un range qui peut durer plusieurs séances, une impulsion, puis un range, une impulsion, puis un range. L'impulsion sur l'USD-CAD, vous l'avez eu le 29 juillet, le 30 juillet, le 31 juillet, le 3 août et le 4 août. Et puis depuis le 5 août, nous sommes dans un range, une phase de dérive latérale qui peut probablement durer jusqu'à ce que le marché revienne au contact de la ligne de tendance haussière en place depuis la fin du mois de juin dernier et qui passe aux alentours actuellement des 1,3060, un niveau de prix sur lequel les acheteurs pourraient se remobiliser. Alors est-ce qu'il s'agira des acheteurs du dollar US ou des vendeurs du dollar canadien ou des deux? Eh bien ça, tout dépendra bien sûr des fondamentaux. Donc globalement, ce que vous montre l'ensemble de ces graphiques, c'est la position d'attente assez forte sur le dollar américain. Et je pense que la meilleure façon d'en avoir une synthèse, c'est de pratiquer l'analyse technique sur l'US dollar index de FXCM, puisque vous avez en un condensé l'USD yen, le GBP USD, l'AUD USD et l'euro dollar, combinés dans une formule. C'est euro-dollar plus GBP USD plus USD yen plus AUD USD divisé par 4. Et ça vous donne l'US dollar index de FXCM. Alors, je termine sur les graphiques en données journalières pour prendre un peu de recul. Tout d'abord celui du Bund, qui est intéressant, avec une reprise du marché sur un niveau de support, ici à 153,41. Le principe, c'est de rejoindre les 154 et je pense que cela reste du domaine du possible sur le court terme. Donc voilà, c'est simplement ce niveau que je voulais vous montrer. Enfin, un dernier niveau que je souhaite vous montrer en données journalières, si j'arrive à le retrouver, voilà, c'est celui-ci, qui me semble aussi important à rappeler. C'est bien sûr celui du XAU-USD avec une phase de transition latérale qui prend la forme d'un triangle symétrique et qui dure depuis presque 3 semaines. Alors autant vous dire que de part et d'autre de ces bornes, il y a des ordres qui traînent de partout. Lorsqu'on prend le graphique en données journalières du XAU-USD, on avait eu une jambe de baisse assez marquée entre le 17 juin et le 20 juillet. Alors le 17 juin, c'était au lendemain d'une réunion de la Réserve fédérale. Une vague de baisse entre 1200 $ et 1073, depuis une phase de transition latérale, un petit fanion. L'idée c'est quoi? C'est que ce fanion, si on en sort par le haut, le marché fera un pullback en direction, on va dire, des 1120 $, et reviendrait alors sous une résistance descendante. Et en cas d'un rapport NFP solide, ce que j'appelle un rapport NFP solide, on va dire que ce sera tout ce qui est supérieur ou égal à 225 000 pour le solde net. Donc c'est les créations d'emplois brutes moins les destructions brutes, ce qui vous donne donc 220, ce qui vous donne le solde net. Et à ce moment-là, le marché donc pourrait en sortir par le bas. Donc voilà en gros moi ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Maintenant je bascule sur des charts intraday. Laissez-moi simplement sauvegarder cet horizon de temps. Je bascule sur des graphiques intraday, je réponds à vos questions
Et puis je reviendrai assez largement sur tous ces actifs dans le morning meeting. Alors, un certain nombre de questions. L'euro-yen. Alors, est-ce que vous pouvez parler de l'euro-yen? Est-ce que vous pouvez parler du CAC, du double bottom? Alors, hop, je retire les commentaires des gens non éduqués qui pullulent parfois. Voilà. Alors, c'est parti. L'euro-yen. Alors, ce qui est intéressant avec l'euro-yen, c'est que vous avez ici la confrontation de deux devises de financement, ce qui est très propice à la formation de range. Idem lorsque l'on utilise le GBP-USD, lorsqu'on étudie le GBP-USD, ce sont deux devises fortes et c'est propice à la formation d'un range lorsqu'on les confronte. C'est ce qui s'est donc produit sur le GBP-USD tout au long de la semaine. C'est ce qui se produit sur l'euro-yen. Alors l'euro-yen remonte à court terme pour tout un tas de raisons, essentiellement durant la session asiatique avec un JPY sous pression, bon, avec la non-décision de la Banque Centrale du Japon. Voilà, on n'en parle même plus de la Banque Centrale du Japon parce qu'elle se réunit toutes les 3 semaines, je crois, ou toutes les 4 semaines, pour dire globalement toujours la même chose. Ce que nous dit pour le moment la T de... Bonjour Rodolphe, bonjour Bastien. Voilà, on a du monde qui arrive chez nous. Donc voilà. Ok, bah écoutez, moi je vous retrouve dans le morning meeting de 11 h et puis je vais aller rejoindre monsieur Rodolphe, Stéphane, Bastien, Uno, IVT, Interactive Trading, qui viennent d'arriver chez nous. Bonne fin de matinée à toutes et à tous, et puis à tout à l'heure dans le morning meeting de 11 h. Merci.